Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. 11h, 19h, Sud Info Loisirs sur Fréquence Évasion, l'actualité culturelle du Grand Sud. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. Vous êtes sur Fréquence Évasion, nous sommes à la Cité de l'Espace à Toulouse, en compagnie de monsieur Jean-Noël Plachet, qui est responsable des expositions de la Cité de l'Espace. Bonjour. Bonjour. Alors pour les gens qui nous écoutent un peu partout dans le monde entier, qui ne connaissent pas forcément Toulouse, et qui ne connaissent pas la Cité de l'Espace, est-ce que vous pouvez la situer ? Alors la Cité de l'Espace se trouve à Toulouse, elle se trouve sur le périphérique qui entoure Toulouse. Pour plus précisément à côté de Balma, qui est donc une commune qui est entre Balma et Toulouse, donc sur le périphérique. Sous quelle initiative est née la Cité de l'Espace à Toulouse ? Surtout ce qui est la personne qui était vraiment à l'origine du projet, c'est bien entendu le maire de Toulouse, qui était Dominique Baudis, qui a voulu faire un lieu qui présente les activités que l'on peut avoir à Toulouse, notamment des activités industrielles. Vous savez que Toulouse est une ville essentiellement aéronautique et spatiale, et depuis longtemps il y avait l'idée de pouvoir faire une sorte de vitrine du spatial à Toulouse. Donc c'est pour ça qu'il nous a demandé en fait de faire un projet sur ce domaine. À partir de quel moment l'homme a pu prendre conscience qu'il était dans l'espace et qu'il arrivait, entre guillemets, à se mouvoir et à domestiquer en quelque sorte cet espace ? Alors je crois que c'est venu au fur et à mesure des temps. Je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, notamment au niveau astronomique, mais notamment avec Kepler, Galilée, enfin il y a eu donc un certain nombre, je dirais, d'avancées sur la connaissance qui nous a permis d'abord de pouvoir savoir qu'on était au sein d'un système, qu'on n'était pas forcément le centre de l'univers et que l'on était dans un univers qui était régi en fait par un certain nombre de lois. Donc il y a eu des avancées petit à petit qui se sont faites et notamment avec une meilleure connaissance de notre espace d'abord proche, qui était bien sûr les planètes, jusqu'à des univers un peu plus éloignés qui sont notamment les galaxies, les amas de galaxies et la connaissance en fait de notre univers avec son début jusqu'à maintenant, puisqu'on arrive à situer maintenant le début de l'univers à partir de 10 milliards, enfin entre 10 et 12 milliards d'années, alors que le système solaire ne commence qu'à partir de 4,5 milliards d'années. Quels ont été les grands points de cette conquête de l'espace, du début jusqu'à nos jours, mis à part bien sûr le fait que l'homme a mis le pied sur la Lune? Quels ont été les points forts de cette conquête? Je crois que ça a commencé avec Spoutnik, avec les Russes. Après, ça a continué avec d'autres lancements, notamment le premier homme qui a été dans l'espace, qui était Gagarine, que je crois tout le monde connaît et qu'on présente aussi ici. Puis après, les grandes conquêtes, notamment avec la Lune, mais aussi avec la création, notamment pour l'homme dans l'espace, avec la partie spatiale, notamment avec la station internationale qui est créée, mais qui était avant avec la station Mir, d'ailleurs que l'on présente ici, qui était la première station habitée et dans laquelle il y a eu pas mal d'équipages qui ont été dans ce lieu. Mais il y a d'autres activités, notamment sur le domaine spatial, que le grand public connaît peut-être un peu moins. Je pense que, notamment, l'espace sert aussi à mieux connaître notre Terre. C'est-à-dire qu'il y a toute une activité qui est ce qu'on appelle l'observation de la Terre, qui permet de mieux gérer, de mieux comprendre comment le mécanisme de notre vaisseau Terre fonctionne. Donc c'est une révolution technologique et on peut prévoir alors les séismes, les inondations, etc., entre autres. Tout à fait, et notamment avec des satellites qui sont européens et français, comme par exemple le satellite Spot, notamment le dernier satellite Spot 5 que l'on présente, qui nous permettent quand même de pouvoir voir avec une résolution de 2,50 m et d'avoir une connaissance d'un certain nombre de phénomènes qui peuvent
passer sur notre terre, comme effectivement par exemple les inondations. Mais il y a aussi d'autres activités et d'autres données qui nous sont données par ce satellite, notamment tout ce qui est de l'ordre de la cartographie, c'est-à-dire une meilleure connaissance en fait de notamment tout ce qui est évolution de la végétation par exemple, également des contrôles en fait de différents systèmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de Spot 5 en quelques mots? Spot 5 en fait fait partie d'une suite en fait de satellites qui avait commencé avec Spot 1 et qui ont été lancés. Donc il y a eu Spot 1, Spot 2, Spot 3, Spot 4 et Spot 5. Il reste encore Spot 2 et Spot 4 qui sont encore en activité et dont la technologie en fait a évolué, puisque ce sont des satellites qui sont lancés souvent par des fusées, donc comme la fusée Ariane, qui se trouvent à 800 km, qui sont en orbite défilant, qu'on appelle des orbites héliosynchrones. C'est un terme un peu barbare, mais qui veut dire qu'il est toujours situé face au Soleil, c'est-à-dire qu'il passe toujours au même endroit à 10h30, quel que soit l'endroit du globe, et qui permet en fait d'avoir des résolutions plus ou moins importantes suivant les générations de spots. Le dernier Spot 5, par exemple, a une résolution de 2,50 m, mais sur un champ qui est très large, puisqu'en fait il représente 60 km. Donc, ce qui permet d'avoir quand même une vision donc très large et de pouvoir regarder à un moment donné avec une résolution de 2,50 m. Donc, imaginez un petit peu que c'est comme si on était à partir de Toulouse, par exemple, et si on regardait avec une jumelle pour voir du côté de Paris et qu'on arrive à avoir une Twingo. Donc, c'est à peu près ce type de résolution, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc, il tourne toujours, il est sur une orbite quasi polaire. Bon, je dis bien à peu près polaire, et qui permet en fait de pouvoir balayer l'ensemble du globe, puisqu'en fait c'est le globe lui-même qui tourne, et puis le plan en fait de l'orbite est fixe. Voilà. Donc c'est un petit peu cette fonction qu'a ce type de satellite. Il y en a d'autres, il y a des satellites américains comme Landsat, il y a d'autres satellites même militaires, mais qui ont souvent parfois des visions plus restreintes, plus petites, avec des résolutions de meilleure qualité, mais qui n'ont pas cet avantage qu'a Spot, c'est d'avoir une vision très large. C'est-à-dire qu'on peut voir par exemple toute la région parisienne d'un seul tenant, ce qui n'est pas le cas d'autres satellites. Grâce à la technologie des satellites géostationnaires, c'est-à-dire les satellites qui tournent en même temps que la Terre, ça a permis à la télévision, à la radio numérique, aux télécoms d'avancer considérablement. Oui, alors ça c'est une grande activité, bien entendu. Ça c'est relayé en fait par des satellites qu'on appelle les satellites géostationnaires. Ce sont des satellites qui se trouvent à 36 000 km. Et la particularité de cette orbite, c'est que lorsque ce satellite se trouve sur cette orbite, il tourne à la même vitesse que la Terre. Il est au niveau de l'équateur, et ce qui lui permet d'être stable par rapport à la Terre. Et donc c'est pour ça que l'on peut avoir ces retransmissions en pointant nos paraboles de manière constante. Donc c'est bien entendu une des grandes activités du spatial. Et ces satellites donc permettent en fait de passer effectivement du numérique, de l'analogique aussi, mais notamment pour la télévision, pour la radio, mais aussi, par exemple, des satellites géostationnaires, ce sont également les satellites météorologiques, comme Météosat, GOES, tous les satellites météorologiques qui sont tout autour de la Terre. Elles sont assez nombreuses. Je vous ai parlé de toute façon, il y a la déforestation, mais au niveau géologique, on voit notamment par interférométrie que l'on peut arriver à voir les modifications de sol qui se créent, notamment sur les carrières. Vous savez, il y a des carrières qui sont sur Paris par exemple, et on voit en fait des modifications de sol qui se créent. Donc on a en fait une observation qui peut se faire grâce en fait aux satellites. Au niveau géologique, on peut le voir aussi sur les mouvements notamment qui sont dus notamment à l'activité de la Terre et notamment avec les volcans. Donc on peut le voir de manière assez claire. Il y a une grosse observation qui se fait sur l'océan. Vous savez que c'est des points importants, notamment l'observation de l'océan et de l'atmosphère, mais notamment de l'océan avec des satellites comme Topex Poséidon qui peuvent voir notamment la hauteur moyenne qui peuvent analyser par altimétrie la hauteur moyenne de l'océan et donc peut en déduire un certain nombre d'informations. Que ce soit bien entendu sur les marées, mais également sur les mouvements de la Terre, le relief des fonds marins, et puis des
des aspects assez particuliers, comme par exemple le phénomène d'El Niño, qui a donc été démontré justement grâce aux satellites. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence qu'il y a entre un satellite et une sonde ? Une sonde, en fait, c'est un satellite qui est envoyé dans le système solaire pour une exploration notamment d'une autre planète, comme c'est le cas de Mars, que l'on présente d'ailleurs. Alors, quand on dit sonde, bien entendu, ça peut être aussi un lander et un orbiteur. C'est-à-dire la sonde, en principe, elle comporte, souvent maintenant, la partie qui va se mettre en orbite autour d'une planète et qui va envoyer un lander. C'est en fait une sorte de sonde qui vient se poser sur le sol de la planète pour en analyser les composants, notamment pour faire une sorte d'exploration en fait de ces planètes. Mais vous avez des sondes évidemment qui partent beaucoup plus loin et qui ne sont pas forcément amenées à s'arrêter sur telle ou telle planète. Grâce à ces sondes, est-ce qu'on peut arriver à découvrir ce qu'il y a dans notre propre système solaire, voire au-delà ? Alors ça fait partie, je dirais, des grandes missions d'exploration du futur. Bon, c'était le cas notamment avec un certain nombre d'explorations sur notre système solaire avec différentes sondes ou différents satellites. Pour citer l'exemple de Mars, qui est, je crois, le plus caractéristique, on a une cartographie maintenant de Mars qui est absolument exceptionnelle grâce à ces satellites. On a vraiment une connaissance de Mars qui est assez importante, peut-être pas encore suffisamment pour savoir s'il y a de la vie ou non, mais disons que ça nous permet d'avoir quand même un certain nombre d'informations très importantes. Si on n'avait pas eu ces satellites, on n'aurait en fait qu'une observation terrestre qui, à partir de la Terre, on sait très bien ce que ça comporte, puisqu'en fait on a cette atmosphère qui nous empêche de pouvoir voir, du moins dans le visible, de manière correcte. Mais c'est vrai que le fait d'avoir ne serait-ce que de s'élever au-dessus de cette atmosphère, avec notamment Hubble par exemple, permet déjà de mieux voir en fait après notre environnement. Alors bien entendu, après, c'est au-delà du système solaire. Là, par contre, il n'y aura aucune sonde qui pourra y aller, puisqu'il faut savoir que la première étoile, donc le premier soleil qui est le plus proche, c'est Proxima du Centaure et qui se trouve à 4 années-lumière de notre système solaire. Donc ça veut dire qu'on ne peut même pas imaginer, du moins maintenant, envoyer une sonde. Par contre, on peut faire de l'observation. C'est pour ça qu'on parle toujours d'observation de ce qui est au-delà de notre système solaire, alors que tout notre système solaire, on peut aller l'explorer, parce que c'est vraiment tout proche. Là, ce sont des. Pour vous donner simplement des exemples d'échelle, quand vous regardez la Lune, votre regard, la vitesse de la lumière, ça ne fait que l'image qui vous est donnée, c'est à peu près une seconde, un peu plus d'une seconde. Pour le Soleil, c'est 8 minutes. Pour Proxima du Centaure, c'est 4 années-lumière. C'est 4 ans. Quand on est sur la Terre, quand on voit une étoile, bien souvent, c'est la lumière d'une étoile qui est déjà morte depuis longtemps. Est-ce qu'on a une explication ? C'est simplement toute l'évolution, en fait. Vous savez, notre univers est en évolution. Alors, il est en expansion, mais également, les étoiles elles-mêmes se modifient. C'est-à-dire qu'elles naissent, puis elles meurent. Elles passent par différents stades. Donc, à un certain moment, l'étoile va mourir. Et ce que l'on voit, comme elle est très très loin, comme avec la vitesse de la lumière, parfois elle peut se trouver à 1000 années-lumière ou 10 000 années-lumière ou 1 million d'années-lumière, même si on la voit même avec la vitesse de la lumière, peut-être que cette étoile est morte. On appelle ça donc nova ou supernova. Est-ce qu'on envoie des messages à destination d'éventuels extraterrestres ? Tout à fait. Il y a notamment une organisation qui s'appelle SETI, qui est amené en fait à d'abord écouter avec des grandes oreilles en quelque sorte, avec des radiotélescopes, de savoir s'il peut y avoir une information qui est donnée. Et puis Carl Sagan, il y a eu certaines missions qui ont été envoyées, vous savez, qui ont envoyé en fait des messages dans des sondes justement, et donc avec très peu de chance pour que quelqu'un les voit, parce que de toute façon ça ne passera pas vraiment beaucoup le système solaire. Et s'il y a une vie ailleurs, il y en a peut-être, mais de manière extrêmement, je dirais, embryonnaire dans notre système solaire.
solaire. Donc on ne peut penser qu'il y a une autre vie ailleurs, mais dans d'autres systèmes solaires, enfin sur d'autres planètes qui sont autour de soleils comme le nôtre, mais qui sont quand même assez lointains. Et on peut imaginer s'il y en a, ça sera vraiment très très lointain. Donc on ne peut actuellement qu'écouter, en espérant que ça soit une société suffisamment évoluée pour pouvoir nous envoyer des messages. Et de la même manière, on fait pareil. Revenons à la Cité de l'Espace. Il y a le bâtiment des expositions. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on peut voir à l'intérieur de ce bâtiment ? Oui, alors donc là, le pavillon d'exposition comporte 6 parties. Il y a donc 6 thèmes, mais qui sont en fait les 6 grandes missions du spatial. Un premier thème qui est consacré aux véhicules, c'est-à-dire aux lanceurs et au lancement, c'est-à-dire savoir comment on envoie en fait ces satellites en dehors de l'atmosphère, au-delà de l'atmosphère, je devrais dire. Un thème qui est consacré aux télécommunications et localisation par satellite. Ça, c'est tout le premier étage. Un thème qui est consacré, toujours dans ce pavillon, donc un thème qui est consacré à l'observation de la Terre. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Un autre thème qui est consacré à la météorologie et les applications spatiales. Là aussi, c'est une des raisons pour laquelle on a fait cette particularité, c'est qu'on est en liaison avec Météo France étant sur Toulouse. Et donc, il y a toujours la présence également d'un personnel de Météo France sur place. Un thème qui est consacré à l'homme dans l'espace. La partie peut-être où il y a le plus d'aventure et ce que préfère peut-être le public. Et puis un thème qui est consacré à l'exploration scientifique de l'univers. Et puis également dans ces pavillons, on a une zone d'exposition temporaire, puisque chaque année on fait une exposition temporaire qui a pour but après d'aller itinérer dans d'autres lieux scientifiques en Europe. Donc actuellement, on a 3 expositions qui itinèrent. Il y en a une actuellement qui se trouve au Danemark, une qui se trouve à Paris au Palais de la Découverte, et puis une qui se trouve à Valence en Espagne. Donc ces expositions ont pour objectif en fait d'itinérer, de présenter différents sujets sur l'espace. Mais également, ça permet également de présenter en fait là aussi la Cité de l'Espace hors les murs. Alors on dit que l'Europe a des projets pour avoir une plus grande indépendance au point de vue spatial, tout ce qui est recherche spatiale. Plus grande indépendance, oui, bien sûr. Je pense que c'était le cas déjà depuis assez longtemps. C'était l'objectif également. Notamment avec la mise en place des programmes européens, notamment de lancement avec Ariane. Je crois que c'est un des exemples principaux qui était assez très important, mais aussi une indépendance qui est déjà effective depuis assez longtemps, notamment sur les satellites qui sont notamment de télécommunications, d'observation de la Terre, scientifiques également. Je pense qu'il y a une réelle, à part sur la partie homme dans l'espace, il y a une indépendance quand même spatiale européenne qui est quand même assez importante, dont la représentation principale est faite par l'organisme qui s'appelle l'ESA. Alors pour tous ceux qui sont amoureux des étoiles, vous avez pensé à reconstituer un planétarium. Oui, je crois que c'est important dans un lieu comme le nôtre. Donc on a un planétarium, ce qui est un planétarium numérique qui nous permet de pouvoir faire du 3D, c'est-à-dire qu'en fait on a la possibilité de faire des programmes dans lesquels on peut se déplacer dans l'univers grâce à ce système. C'est quelque chose d'ailleurs qui a beaucoup de succès. Et là aussi, on fait généralement un programme par an qui nous permet de renouveler l'information et les spectacles pour des visiteurs qui veulent revenir. Quand on arrive ici à la Cité de l'Espace à Toulouse, on arrive dans un parc un peu géant, gigantesque. Est-ce que vous pourriez nous dire justement ce que l'on peut trouver à l'intérieur de ce parc ? Alors donc le parc comporte là aussi plusieurs parties. Il y a une première partie qui est très visible de l'extérieur lorsque l'on arrive, c'est la fusée, puisqu'en fait on a reconstitué une fusée à échelle 1, qui est le lanceur Ariane 5, que l'on peut visiter et dans lequel on présente toute une partie qui présente en fait les aspects de la propulsion. À savoir comment fonctionne un moteur, etc. Bon, c'est assez technique, mais enfin disons que c'est aussi très intéressant. Ça permet de présenter des objets qui sont assez spectaculaires. Donc tout un parcours. Donc il y a donc deux grandes parties. Une partie qui est sur un parcours sur les objets un peu
emblématiques, significatifs de la conquête spatiale, différents types de satellites, dont la partie majeure qui est une station Mir, qui est un modèle d'essai qui est équivalent à celle qui existait en orbite et qui a été détruite il y a 2 ans, 1 an et demi, pardon. Que l'on peut visiter, c'est-à-dire que l'on peut voir comment vivaient réellement les cosmonautes qui étaient dans cette station. Donc c'est un passage assez émotionnel qui est assez intéressant. Et puis une deuxième partie qui est un jardin astronomique qui nous permet véritablement de nous situer dans l'univers, de voir quel est notre emplacement en fait et quelles sont les différentes échelles de l'univers au travers, je dirais, d'un parcours qu'on appelle l'allée de la puissance de 10, enfin du moins l'allée de l'infini, qui nous permet de remonter en fait depuis notre échelle jusqu'à puissance 27, qui représente en fait l'apparition de la vie, ou du moins l'apparition, non pas de la vie, excusez-moi, l'apparition à partir du Big Bang, donc la création de l'univers. Et puis une extension qu'on a commencé à réaliser, donc au travers un bâtiment qui s'appelle le Terradome, qui est totalement original puisqu'en fait ça n'existe nulle part ailleurs, qui est de pouvoir voir notre Terre depuis 4,5 milliards d'années, au travers d'un spectacle assez spectaculaire, c'est qu'à le dire, autour de la Terre, et que l'on voit en évolution avec la tectonique des plaques, avec la dérive des continents, l'apparition de la vie, etc., disparition des dinosaures, et l'on le voit en fait sur une Terre, et on tourne comme si on était en orbite autour de cette Terre. Voilà pour l'instant, donc ce parc en fait est une destination, je dirais, à la fois patrimoniale avec les différents satellites, mais également de parcours. Est-ce que vous avez des activités pédagogiques qui sont organisées aussi bien pour les enfants que pour les adultes ? Je crois qu'au niveau pédagogique, il est important. Notre public est de différents types. On a d'abord un public familial qui vient pendant les vacances scolaires ou pendant le week-end, qui est important d'ailleurs, qui est le plus important puisqu'il représente 60% de notre clientèle. Dont d'ailleurs, quand on vient en été, c'est souvent assez bondé, notamment en août. Ça c'est notre première, on appelle ça en marketing, cible, hein, c'est la cible principale. Mais par contre, on a des obligations de service public, et puis c'est tout à fait normal, puisqu'en fait on a un public scolaire qui vient. Il y a 70 000 scolaires qui viennent chaque année, puisqu'on a une fréquentation de 320 000 visiteurs par an, à peu près depuis l'ouverture. Hein. Donc sur ces 70 000 scolaires, ils sont accueillis donc on a un service pédagogique qui est là, et on leur offre non seulement la visite de la cité, c'est-à-dire au travers des expositions dans lesquelles les professeurs viennent avant pour préparer leur visite. On leur envoie un document pédagogique qui leur permet en fait de pouvoir préparer cette visite. Et lorsqu'ils sont venus dans un premier temps, ils reviennent avec leur classe et ils peuvent bénéficier également d'ateliers pédagogiques complémentaires sur tel ou tel sujet. Et puis on a un public également donc de groupes qui sont déjà constitués au travers des tours opérateurs par exemple, dans lequel également là c'est moins peut-être un aspect pédagogique, mais plus de visite loisirs, et dans lequel je crois aussi que le restaurant a une grosse importance, puisqu'on gère également le restaurant ainsi que la boutique. Donc vous voyez, c'est assez varié. Et puis aussi, on a un public de spécialistes qui viennent aussi, soit pour le planétarium, soit pour des gens qui sont, je dirais, plus spécialistes dans le domaine, parce que la Cité de l'Espace est également une vitrine pour les clients, par exemple, du CNES, les clients du CNES, oui, enfin plutôt d'Astrium, d'Alcatel, enfin des différentes sociétés qui sont dans le domaine du spatial. Est-ce que la Cité de l'Espace a des projets ? Alors il y a donc bien entendu, vous savez qu'un site comme le nôtre, il est important qu'il soit toujours en mouvement et toujours en projet. Alors il y en a plusieurs, notamment je vous ai parlé des projets d'exposition temporaire. Et puis on prépare également les extensions de la Cité de l'Espace, ce qu'on appelle pour l'instant le centre d'apprentissage des connaissances par l'image. On est en train de chercher un nom pour cela, mais qui regroupera quatre composantes. Une partie qui sera une salle grand format en 3 dimensions, qui permettra de présenter des grands films sur l'espace, mais avec un écran de 400 mètres carrés, donc qui est énorme, avec une très très bonne résolution. Un deuxième lieu qui sera un nouveau planétarium, avec un système vidéo voûte, ce qui permettra de pouvoir avoir d'autres programmes également, notamment sur l'astronomie, mais également sur d'autres sujets, de 300 places.
une salle à réalité virtuelle, mais avec une participation du public, c'est-à-dire ce sera pour 50 personnes qui vont pouvoir également interagir, c'est-à-dire avoir en fait un rôle à l'intérieur d'un scénario. Donc c'est surtout pour permettre en fait à des écoles ou à des groupes de travailler en collaboration, c'est-à-dire dans 2 types collaboratifs, c'est-à-dire ça peut être des ingénieurs, mais ça peut être des écoles. Et puis une cyberbase qui permettra d'être connecté avec d'autres lieux et surtout sur les aspects spécialisés sur l'espace. Et puis pour une extension après un peu plus lointaine, la création d'un jardin des mouvements qui permettra de pouvoir comprendre en fait l'espace avec le corps, notamment avec une tour d'apesanteur, des systèmes à gravité différentes, des compréhensions notamment sur notre mécanique céleste, notamment pour les enfants, donc à usage surtout pour les adolescents et pour les enfants. Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux partenaires. On ne fait pas des projets de ce type sans avoir à la fois des partenariats scientifiques, techniques, mais également financiers. Ça sera le mot de la fin. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs de Fréquence Évasion afin de les inciter à venir se rendre tous nombreux ici à la Cité de l'Espace de Toulouse? Je sais pas, je pense que je crois qu'ils pourraient venir à la Cité de l'Espace en sachant qu'ils vont passer une excellente journée, dans la mesure où déjà on sait que par rapport aux études que l'on fait et par rapport à la réaction des visiteurs, on sait qu'il reste au minimum, enfin la moyenne c'est 5 heures, et qu'en général ils ont l'impression en fait de trouver là un lieu à la fois ludique mais aussi peut-être intelligent, ce qui permet en fait d'apprendre peut-être de manière un peu différente, apprendre ou se divertir. Je crois que c'est les deux axes qui sont importants pour nous, c'est peut-être apprendre en s'amusant. Il ne vous reste plus qu'à nous donner les coordonnées de la Cité de l'Espace à Toulouse. Alors la Cité de l'Espace, c'est avenue Jean Gonor, donc à Toulouse. Le numéro de téléphone, c'est le 05 62 71 64 80. Et le site internet, c'est cité-espace.com. Eh bien merci, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Vous êtes sur Fréquence Évasion, nous étions donc à la Cité de l'Espace à Toulouse, à très bientôt. Fréquence Évasion.